Bienvenue sur le plateau des 24 heures chrono de l'International. Nous partons en Israël, un pays peuplé de plus de 8 millions d'habitants et qui se situe entre le Liban, la Syrie, la Jordanie, l'Égypte et la mer Méditerranée. Alors durant cette heure de direct, nous allons nous intéresser plus particulièrement à Tel Aviv, qui est un centre économique et financier du pays. Tel Aviv est aussi surnommée la Silicon Valley. On va voir pourquoi durant tout au long de cette émission. C'est en effet un centre de recherche important dans le domaine des hautes technologies. Pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Armelle Haïm. Bonjour, vous êtes directrice de Armelle Communication Stratégie. Tout à fait. Vous êtes également franco-israélienne. Je suis franco-israélienne, établie à Tel Aviv depuis 14 ans. Mon agence, Armelle Communication Stratégie, est une agence de communication, de relations publiques et de business développement. Et nous accompagnons les entreprises qui souhaitent pénétrer le marché israélien. Nous leur proposons une stratégie de communication pour se promouvoir, que ce soit dans la presse, lors d'événements, mais nous leur permettons aussi de rencontrer leurs clients potentiels et de découvrir les secteurs d'activité qui les intéressent en Israël. Bonjour, merci. Charles Meyer, bonjour. Bonsoir. Bonjour, vous êtes avocat d'affaires au barreau de Tel Aviv et de Bruxelles, également ancien conseiller du commerce extérieur de la France, oui. Et vous êtes en Israël depuis 45 ans. C'est-à-dire, je suis français, mais j'ai des bureaux en Israël depuis 45 ans. Merci. Muriel Coati, Bonjour. vous êtes directrice générale de Technion France, également experte de Stratexio Israël. C'est une association qui accompagne les entreprises françaises à s'expatrier. Absolument, pour Stratexio, tout à fait, une association qui accompagne les entreprises françaises qui souhaitent s'expatrier à l'étranger. Et le MEDEF en est un des clients. Quant au Technion France, que je dirige depuis 2002, eh bien, c'est une agence de représentation, un bureau de représentation qui met en interface directe les acteurs de l'écosystème français de façon très transverse, du grand groupe industriel, PME, ETI, start-up, académique et recherche, avec l'écosystème académique et entrepreneurial du Technion, qui est lui basé à Haïfa et qui est la première université israélienne et école d'ingénieurs. On aura l'occasion d'en parler tout au long Quant à nous, ce que nous savons faire et ce que nous faisons au bénéfice des entreprises, c'est de les aider dans ce que nous savons faire, c'est-à-dire le droit et la fiscalité, où il y a quelques particularités. Merci. Alors, je dois également présenter Yossi Dan, qui est avec nous sur Skype. Vous êtes Chef Innovation Officer de Challengy et également fondateur du 3i Campus. Est-ce que vous êtes avec nous, Yossi Dan ? Oui, bonjour Paris. Je suis avec vous, en l'occurrence depuis Los Angeles aujourd'hui et pas Tel Aviv. En effet, je suis expert en innovation. Depuis plus de 30 ans, je suis arrivé en Israël. Et Challengy est une agence conseil en innovation. Et notre spécialité, c'est la connexion, c'est l'open innovation. Donc c'est la connexion entre les grands groupes, français et européens essentiellement, et les startups israéliennes, donc au cœur de cette innovation. Parfait. Et 3i Campus, c'est un lancement qui est en train de se faire en ce moment, après plus de 5 ans que nous avons fait des bootcamps de l'innovation. Et c'est une école de l'innovation internationale pour étudiants et professionnels. Merci, je crois qu'on aura le temps de parler de l'innovation tout au long de cette émission. Tout d'abord, je voudrais faire un point sur les atouts d'Israël quant à l'environnement des affaires. Monsieur Meyer, un mot là-dessus? Eh bien, je vais peut-être faire 2 ou 3 remarques préliminaires. Premièrement, je veux détruire un mythe, à savoir qu'il faut être juif pour faire des affaires en Israël. C'est tout à fait un mythe. Et c'est un mythe qu'il faut détruire. La deuxième remarque que je voulais faire, en ce qui concerne l'environnement général des affaires, c'est que le droit israélien est un droit anglo-saxon, la common law, totalement différent des habitudes intellectuelles françaises, c'est-à-dire de ce qu'est le droit français. Et l'une des tâches que nous accomplissons, c'est de veiller à ce que dans les contrats, chacune des parties comprenne de la même manière ce qui a été écrit.
C'est Donc un bon ça, conseil c'est- pour les entrepreneurs c'est- français voilà. qui souhaitent s'installer. Absolument, et c'est tout à fait indispensable. Et puis une dernière remarque, mais qu'on pourra peut-être développer parce que c'est vraiment caractéristique, c'est qu'en Israël, on a moins le culte de la précaution que le culte du risque. L'entreprise Le culte- israélienne prend des risques et l'échec n'est pas déshonorant. Au contraire, l'échec est l'occasion de rebondir et d'apprendre ce qu'il faut faire dans l'avenir. Alors, je vous propose de faire une pause et de revenir juste après pour parler de l'innovation en Israël. De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'international, nous parlons d'Israël et n'oubliez pas à 19h30 ce soir le lancement de bigplanet.com en direct des studios de TV5 Monde. Alors, on parlait d'innovation. Israël maintient sa position de 10e pays le plus innovant au monde en 2017, d'après le classement annuel Bloomberg Innovation Index. Muriel Touati, qu'est-ce que vous en pensez de l'innovation en Israël? Je n'en pense que du bien. Tout d'abord, oui, il est très clair que si on fait un tracé historique et qu'on sait que, d'ailleurs, cette année, Israël fête ses 70 ans, je dis toujours qu'Israël, c'est un petit marché, mais un grand écosystème qui a très rapidement compris qu'au regard d'un déficit de ressources naturelles, il fallait absolument capitaliser sur le brain. Et la structure même, la genèse même de cet écosystème a été les universités, les accélérateurs, la culture du venture capitalisme pour générer de la croissance, parce qu'il fallut bien générer de la croissance. Oui, tout à fait. Et la Startup Nation, comme on l'appelle communément aujourd'hui, en est le garant. Et il est vrai qu'en Israël, sa caractéristique majeure, c'est accompagner les startups à grandir. Vous disiez le chiffre tout à fait exact, j'en rajoute un deuxième. Il faut savoir qu'Israël est le 3e pays au monde, après les US et la Chine, d'avoir le nombre de startups cotées au Nasdaq. Donc cet écosystème qui est finalement composé d'un certain axe académique, recherche, économie, venture capitaliste, avec le socle de l'armée, qui est une vraie éducation à la technologie, eh bien tous ces ingrédients-là, ensemble, créent l'innovation qu'on connaît, mais l'innovation dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et là arrive toute la différence culturelle dont on parlera tout à l'heure avec l'écosystème français. Armel Haïm, vous le ressentez également, ce côté innovateur omniprésent en Israël? Absolument, c'est vraiment... Et Tel Aviv plus particulièrement, peut-être? Tel Aviv particulièrement, il y a un nombre d'entreprises qui ont été, enfin qui sont ou des petites startups, mais qui très vite deviennent des multinationales, avec effectivement, comme dit Muriel, une vivacité, énormément d'une effervescence qui permet l'émergence donc de énormément de start-up et de développement de technologie. Il y a des secteurs comme la cybersécurité, la santé, la smart mobility, l'agritech, le watertech aussi. Absolument. Voilà, qui deviennent vraiment essentiels
Et effectivement, comme l'a mentionné Muriel, c'est vrai que l'armée, en tout cas dans tout ce qui est l'informatique, la sécurité informatique, a joué un rôle immense parce qu'il y a beaucoup d'unités en fait de l'armée qui ont permis en fait ensuite l'émergence de beaucoup de technologies qui sont qui se sont transformées. C'est une caractéristique de l'économie israélienne. C'est une sorte de coopération, de tissu intellectuel où se rejoignent des chercheurs, des universitaires, mais aussi des savants confirmés, des savants qui font de la recherche au sein de l'armée et au sein des incubateurs. Ce qui est très intéressant aussi, si je peux me permettre, dans l'écosystème israélien, c'est la notion de transversalité. C'est-à-dire que nous associons les compétences dans leurs différences, en les acceptant dans cette différence, pour miser sur le progrès, sur l'innovation et surtout pour générer des applications industrielles de par la recherche. Autrement dit, en Israël, un chercheur est un entrepreneur malgré lui parce qu'il n'est pas financé par le public. Donc ça rejoint le capital du risque. Exactement. Alors il se doit d'être un entrepreneur quasiment malgré lui. Je vous propose d'écouter Mylène Ripsky-Elbas qui nous donne ses conseils pour la recherche d'un emploi à Tel Aviv. Bonjour Paris. Alors, quels conseils donner aux Français qui désirent trouver du travail en Israël? Je pense qu'il y a 3 points importants. Le premier, la connaissance de l'hébreu. C'est souvent un frein pour trouver un travail. Donc il est très recommandé d'apprendre un peu l'hébreu avant d'arriver en Israël. Le deuxième point concerne l'entretien. Un Israélien qui arrive à un entretien est beaucoup plus sûr qu'un Français qui aura plus tendance à être modeste à l'entretien. Donc on doit être moins modeste à l'entretien et plus sûr de nous-mêmes. Et le troisième point, c'est votre réseau. N'hésitez pas à utiliser votre réseau et à demander de l'aide dans votre recherche d'emploi. Armelle Haïm, est-ce que la connaissance de l'hébreu est importante? Moi, je suis absolument d'accord. Parce que sincèrement, connaître l'hébreu, c'est pas simplement apprendre une langue, mais ça vous permet vraiment de vous familiariser avec votre environnement, comprendre une gestuelle, des codes qui nous sont absolument étrangers finalement. Et moi, je dois dire de ma propre expérience, avant d'être un entrepreneur et de monter mon entreprise, j'ai travaillé dans une entreprise israélienne pendant 7 ans. Et j'ai compris, évidemment, je me suis familiarisée avec la langue, j'ai compris ce qui se passait autour de moi. Et cette interactivité, cette interaction entre les gens qui peuvent... Si j'avais pas compris la langue, j'aurais peut-être mal interprété certainement. Ça m'a donné des ficelles, effectivement, pour comprendre, pour évoluer, pour pouvoir ensuite monter à mon propre business, c'est certain. Quant à la création de votre entreprise, est-ce que ça a été difficile ? Alors sincèrement, c'est vrai que je pense, la chance que j'ai eue d'avoir acquis une expérience m'a permis aussi de comprendre qu'il fallait être un petit peu plus direct, un petit peu plus agressif, pas du tout dans le mauvais sens du terme. Et puis ensuite, si on parle d'un point de vue plus administratif, quand on a la nationalité israélienne, c'est relativement simple. Il suffit de s'accompagner d'un très bon comptable. Si on choisit, on choisit en fait le statut de son entreprise. Si on prend une société en nom propre, donc un comptable suffit. Il suffit de s'enregistrer aux impôts, à la TVA, et puis d'ouvrir un compte en banque, et puis l'aventure peut commencer. Si on choisit une société SARL, il faut prendre un avocat. Cher Meyer, quels sont vos conseils ? Bien, écoutez, moi je suis en désaccord sur l'exigence de la langue. On n'a pas besoin en hébreu pour monter une affaire, pour s'installer en Israël, à différents niveaux, on n'a pas besoin de parler hébreu. Alors, quelle est la langue que... On n'est pas d'accord sur l'anglais ou l'anglais ou le français? Je veux dire pourquoi. D'abord parce que la langue des affaires, qu'on le veuille ou non, c'est internationalement aujourd'hui l'anglais. Dans tous les pays asiatiques, dans le monde entier, tout se fait en anglais. Et il suffit, pour monter un projet, d'avoir des collaborateurs qui connaissent la langue, qui vous décryptent les codes du pays, mais ça dépend de l'activité aussi. Mais ça dépend de la Muriel Toiti, qu'est-ce que du travail, si vous voulez exercer un petit métier, il faut parler hébreu.
Mais pour lancer une entreprise qui a une certaine dimension, c'est pas absolument nécessaire. Je crois vous que citer de nombreuses personnalités du monde des affaires qui ont superbement réussi et qui Non, je suis obligée de vous interrompre puisque Yossidan est avec nous sur Skype et je crois qu'il a quelque chose à nous dire à ce sujet. Oui, merci. Je voudrais revenir en l'occurrence sur deux choses qui ont été dites et les connecter ensemble. L'entrepreneuriat en Israël, et on l'a compris avec ce que nous disions, c'est vraiment au cœur de l'industrie. Et il y a quelque chose de magique qui se fait parce que le go global en Israël est très fort. C'est-à-dire qu'en effet, il faut l'hébreu pour des liens, on va dire, pour les liens sociaux. Par contre, il faut l'anglais pour les liens internationaux qui sont si importants, parce qu'on a quand même la high-tech qui fait plus de 50% de l'export en Israël. Et ce qui se passe, et je peux vous le partager, parce que ça fait longtemps que je suis en Israël et que je suis moi-même entrepreneur, même quand un groupe d'Israéliens se met ensemble et font ensemble une start-up, ils parlent hébreu au petit déjeuner, au déjeuner et le soir, mais toutes les communications se font en anglais, même entre eux. Donc il y a vraiment un mélange très fort entre les liens sociaux qui sont importants et où l'hébreu est indispensable. Et c'est vrai qu'au niveau du business et de l'innovation, l'anglais est d'après moi aussi indispensable. Ce sont les deux qui vivent ensemble. Voilà Alors c'est une synthèse de voilà exactement. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Yossidan. Pourquoi ? Parce que finalement Israël est un territoire universel d'innovation. Donc finalement, la langue, l'anglais, l'hébreu, c'est majeur. Moi, je pense que l'hébreu, c'est quand même un phénomène extrêmement important en matière d'apprentissage quand on a envie de s'établir en Israël et d'y travailler, parce que ça permet, comme le disait Armel, eh bien, de s'insérer, d'être en immersion dans la société, adopter des codes culturels. C'est très important si on a envie de se réaliser dans ce pays. Je prends l'exemple des multinationales, par exemple, qui ont choisi de positionner leur centre de recherche et de développement en Israël, et tout simplement parce qu'il y a, grâce au gouvernement israélien, une déduction fiscale très importante. Elle ne paye pas d'impôts sur les plus-values. Je pense à Alibaba, Google, tous les GAFA. Ces gens-là parlent en effet en anglais, donc la langue est en effet la langue universelle pour travailler. Mais je reste néanmoins convaincue, pour être passée par là et avoir vécu 20 ans en Israël, qu'on ne sera jamais totalement intégré à ce pays pour pouvoir interagir avec l'autre et s'insérer dans la culture et dans la vie du quotidien qui est tout aussi importante s'il n'y a pas les bords. Alors je vous propose d'écouter Stéphane Belaïch sur les différences culturelles et les codes. Une des choses que j'aime beaucoup ici, c'est l'interactivité. En fait, l'interactivité entre les gens, que ce soit dans un autobus, dans un magasin, dans la rue. Je trouve qu'il y a quelque chose qui se passe et c'est très chaleureux. Et ça crée un lien, c'est le côté positif tout de suite. Il y a un côté négatif aussi, c'est qu'on vous pose des questions assez intimes et donc ça peut un petit peu bloquer. Mais il y a une vie collective, ce qui n'est pas toujours évident. Et puis il y a une deuxième chose que j'aime aussi beaucoup, c'est la flexibilité. C'est-à-dire que les situations ne sont jamais totalement figées. On trouve des solutions, des combines. Bon, c'est très moyen-oriental en fait comme mentalité. Et c'est très agréable parce qu'on ne se retrouve jamais face à des situations insolvables. Et il y a quelque chose de souple, quelque chose de flexible dans le quotidien qui rend la vie plus facile. Merci beaucoup Stéphane Belaïch d'avoir partagé votre témoignage. Nous allons continuer à parler des différences culturelles, mais j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Sivan Kreshner. Bonjour. Vous êtes artiste franco-israélienne. Vous veniez de sortir votre album Rendez-vous à jamais, qui vient de sortir en Israël, et vous espérez qu'il sorte bientôt en France. En fait, l'album, il y a les poèmes d'un grand poète qui s'appelle Nathan Alterman. Il est sur le billet de 200 shekels. Et il n'était jamais traduit en français. Alors, c'est la première fois que les francophones, ou les Français, surtout, pouvons écouter et connaître la poésie du grand poète Nathan Alterman. Magnifique. Alors, vous êtes franco-israélienne. Est-ce qu'il y a des choses à ne pas faire quand on arrive en Israël ? Ne pas faire. Je pense que surtout, il faut être bien ouvert de l'idée que les Israéliens, ils sont très chauds
Alors que nous pouvons faire un câlin chaleureux, on peut faire un câlin au lieu de s'embrasser, de faire deux bises, et ça peut être un peu choquant pour les Français qui arrivent. Ça va, on embrasse tout de suite. Et... Charles Meyer, vous vouliez parler de la culture du risque depuis le début de cette émission, Oui, et je crois que c'est une belle opportunité pour en parler. C'est dans le domaine des affaires. Oui. Alors que nous avons comme principe la précaution dans la démarche intellectuelle de l'entrepreneur français, en Israël, la démarche fondamentale est celle de prendre des risques. C'est pas par hasard qu'il y a autant de start-up. À Tel Aviv, il y en a 1700 dans la seule ville de Tel Aviv. Et ça explique que à travers cette mentalité du risque, il y ait des échecs et il y ait des réussites. Les réussites, c'est d'être sur le marché mondial. L'échec, eh bien, il n'est pas traumatisant pour l'Israélien. Un échec, c'est pas très grave, c'est pas une honte. On recommence le lendemain à faire autre chose. Et ça, c'est une démarche fondamentale qu'il faut bien comprendre pour toute activité en Israël. Je crois que Muriel Toiti, vous connaissez bien la notion d'échec. Non, la notion du risque. Absolument. Vous avez fait l'armée en Israël, c'est exactement, bien puisque j'y ai vécu de l'âge de 14 à 33 ans, donc mon bac. Et puis, en effet, l'armée, l'université. Je rebondis sur ce que Charles disait. En effet, la culture du risque, malgré eux, encore une fois, nous n'avons pas le choix en Israël. Nous ne sommes pas dans une zone de confort. On est plutôt dans un registre du rien n'est acquis. Puisque je le disais, il n'y a pas de ressources naturelles. Et quand on est dans une zone d'inconfort, on est obligé de se dépasser et de faire en sorte d'être dans le concret, dans l'immédiateté tout le temps. D'où la notion du risque. Et le risque, il est majeur, la ténacité, l'audace. On parlait tout à l'heure d'entretien d'embauche. L'audace, être proactif, se raconter, se dire pour se légitimer. Et puis l'échec. Alors l'échec, c'est un gage de réussite, l'échec. Parce que grâce au fait que vous conscientisez pourquoi vous échouez, c'est ça qui vous mènera à la réussite. Et je préfère aujourd'hui dire plutôt que l'échec, l'essai. Finalement, on transforme l'essai en réussite. Armel Haïm, est-ce que la religion a une importance? Est-ce qu'Israël est ouvert à tout le monde? Alors, Israël est absolument ouvert à tout le monde. Je reprends un petit peu ce qu'a dit M. Meyer au début. Vraiment, il ne faut pas être juif pour faire des affaires en Israël. Absolument. C'est tout le contraire. Israël est un très petit pays, ce qui pousse les Israéliens à voyager énormément, à s'ouvrir à l'extérieur, à s'ouvrir au monde. Au contraire, ils reçoivent toujours avec un immense plaisir, avec beaucoup de curiosité. Cependant, la question du visa reste une réelle problématique. Alors, le visa de travail, comme dans tous les pays, on n'obtient pas un visa très facilement. Cependant, il y a des mesures qui ont été mises en place, notamment pour les entrepreneurs dans le domaine de l'innovation. Il est possible de venir s'établir en Israël 24 mois quand on veut tenter une aventure dans l'innovation. C'est un programme en fait qui est soutenu par le ministère de l'économie israélien et par la ville de Tel Aviv elle-même et qui permet donc de rester 24 mois dans le pays et d'être accompagné par les incubateurs qui sont très très nombreux, ainsi que toutes ces sociétés de fonds d'investissement qui, justement, ces accélérateurs qui donnent cette impulsion à l'innovation en Israël. Et donc ça, c'est une première possibilité. Et apparemment, quand on décide de monter vraiment une entreprise, on peut avoir un visa de 5 ans. Absolument. C'est quand même voilà, ce qu'on a. Le visa de 2 ans est peut-être transformé en visa de 5 ans. Absolument. Dès lors qu'on crée son entreprise sur le territoire israélien. Je vous propose... il y a peut-être une remarque intéressante. Avant de faire la petite pause. C'est que sur les incubateurs, ils sont exonérés à Tel Aviv d'une taxe locale qui est l'Arnona, jusqu'à ce qu'ils soient bénéficiaires. C'est noté. Je vous propose de faire une courte pause et de se retrouver juste après.
De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International, nous parlons d'Israël et on va aborder une question qui est indispensable quand on parle de Tel Aviv et d'Israël, c'est la sécurité. Monsieur Dan, est-ce que vous êtes avec nous sur Skype ? Oui, tout à fait. Merci Paris. La sécurité, on l'a déjà entendu dans la mission, est un point important où Israël a réussi à transformer un inconvénient en avantage. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cette fameuse sécurité, avec la cybersécurité qui est très importante en Israël, est un centre d'excellence israélien. En Israël, un centre d'excellence vraiment mondial. Juste un chiffre intéressant. En 2017, les startups israéliennes de la cybersécurité ont réussi à lever plus de 800 millions de dollars et c'est presque 20% des investissements mondiaux. Donc on voit comment un petit pays comme Israël, avec énormément de ressources dans l'innovation, réussit à transformer cet inconvénient en avantage et ensuite réussit à grandir en transversalité avec des domaines sécuritaires comme la smart mobility et un exemple aussi en smart mobility connecté à cette sécurité. On se souvient en mars 2017 de l'achat de Mobileye par le groupe Intel à plus de 15 milliards de dollars avec une solution anti-collision des capteurs pour les voitures qui montre vraiment à chaque fois qu'Israël est en avance sur tous ces domaines de la sécurité. Armel Haïm, je vous vois sourire. Non, parce que ce que dit aussi est tout à fait juste. Cependant, le risque des attentats existe. Le contexte géopolitique en Israël est très complexe. On ne peut le nier, hein. C'est certain que Israël, tout au long de son histoire, a toujours été quand même, on peut dire, accompagné par les conflits et une situation géopolitique très compliquée. Mais si on parle de Tel Aviv tout particulièrement, on doit dire qu'aujourd'hui, on se sent absolument en sécurité pour plusieurs raisons. Déjà, premièrement, je veux dire, il est tout à fait intégré et commun. On ne rentre pas dans un magasin, dans un restaurant sans montrer son sac parce que ce sont devenus des réflexes absolument naturels. C'est vrai qu'il y a des mesures qui sont mises en place et complètement intégrées. On le fait à Paris aussi. Et on le fait à Paris également, malheureusement aujourd'hui. Hélas. Et c'est vrai aussi que Tel Aviv est particulièrement une ville assez, on peut dire, protégée, même si elle n'est qu'à quelques... C'est une sorte de bulle. Sivan, oui. C'est une bulle. Je veux dire que si, dans le niveau... la sécurité, ça fait partie de l'essence de la communauté, je pense, parce que c'est non seulement le niveau de terrorisme ou les attentats, c'est aussi dans le niveau que ça m'est arrivé de perdre ma carte de crédit 3 fois et que quelqu'un il regarde le nom, il me cherche sur Facebook en disant Madame, vous avez oublié. Il y a le sens d'une communauté. Alors, soit la violence, j'ai pas peur de se promener vendredi soir à 3h du matin. Parce qu'en Israël, en fait, et je rebondis sur cela, la notion d'adversité fait partie intrinsèquement de la condition de l'Israélien et comment a été façonné et créé ce pays. La notion d'adversité nous force finalement à une forme de résilience et donc à forcer aussi le pays à anticiper, entre guillemets, les coups, et d'où ce que disait aussi Yossi Dan, pardon pour le lapsus, son frère André, sur les enjeux de la cybersécurité qui est devenue pour Israël une cause nationale et qui génère des emplois. Oui, ce que je voulais dire à propos de sécurité, il ne faut pas oublier que Tel Aviv, et c'est d'ailleurs ce qu'il y a de plus éblouissant dans l'histoire de cette ville, est une ville qui a été construite ex nihilo sur le sable, dans un pays qui aujourd'hui représente 2 départements français et qui ne peut jamais perdre aucune guerre. Sinon, ce serait sa destruction, ce qui explique qu'il y a une mentalité de sécurité collective appuyée sur la qualité exceptionnelle technologique de l'armée, heureusement, et donne à la population ce sens de la solidarité qui vient de nous Ok, alors ça tombe bien, vous parlez de construction. On va écouter Sébastien Benamou nous parler de logement à Tel Aviv.
Avant toute chose, il faut se renseigner préalablement des us et coutumes locales qui peuvent être très différentes de celles que l'on connaît en France. Ensuite, il faut distinguer les paramètres de choix d'un logement. On ne choisit pas de la même manière un appartement pour les vacances et un lieu de vie. Pour finir, comme la première année passe très vite et qu'il est très important de se sentir bien, il est fondamental de lister ces critères par ordre de préférence et faire preuve de beaucoup d'ouverture d'esprit. Concernant les quartiers, il faut savoir que Tel Aviv est une ville qui est la synthèse entre l'Occident et l'Orient. Donc à la fois une ville leader mondial high-tech, donc très dynamique, et bohème par endroits où le beau peut côtoyer le moins beau. En comparaison avec Paris, Tel Aviv est 2 fois moins grande et 5 à 6 fois moins peuplée. Ce qui fait de Tel Aviv une ville très agréable où tout peut se faire en 10 minutes. Si par le passé les Français se cantonnaient proche de la mer, la mutation spectaculaire de Tel Aviv ces 10 dernières années et la volonté des Français de s'intégrer dans la vie de la cité font que nous les retrouvons dans tous les quartiers de Tel Aviv, notamment dans le Vieux-Nord, près de Basel, le Levaïr, entre Kikar Rabin et Dio Center, entre l'Opéra Abima et le coin branché de Rothschild, et sans oublier évidemment Florentine et Yafo. Après, tout dépendra de la sensibilité de chacun et de son budget, bien entendu. Concernant les prix pratiqués, concernant la location, il faut compter entre 85 et 120 shekels par mois le mètre carré. Steven Krechner, est-ce que c'est difficile de trouver un logement à Tel Aviv? Oui, c'est une petite ville et il y a beaucoup de gens qui veulent habiter. Alors oui, c'est pas facile, mais si on cherche assez longtemps et on est assez précis, on peut en trouver un petit appartement assez agréable. Je m'adresse à l'artiste. Quels sont les quartiers branchés de Tel Aviv, puisque Tel Aviv est quand même connu pour être un lieu de fête? Je crois qu'on doit aborder cette question. Quels sont les quartiers branchés? Où est-ce que vous sortez, par exemple? Okay. Alors, les quartiers branchés, c'est plutôt Yafo. On commence par le sud parce que c'est plus artiste. Pour moi, c'est une avis. Après, il y a Florentine, il y a Rothschild qui est un peu plus cher, mais il est très agréable et on sort dans ce quartier. Il y a le centre Abima, Shenkin, c'est le centre de Tel Aviv qui est très aussi artistique, mais ça monte de plus. En fait, c'est de plus on monte vers le nord, de plus familial ça devient. Quartier plus résidentiel. Exact. C'est plus résidentiel. Par exemple, quand vous vous produisez sur scène, dans quel quartier vous êtes amené à... Alors, il y en a beaucoup, mais c'est plutôt, ça commence au centre et ça descend le plus petit et le plus différent que la pièce. Monsieur Meyer, les quartiers de fête, ça vous parle? Les quartiers de fête, vous avez reconnu que j'étais un vieux fêtard, mais les quartiers de fête, je ne les connais pas vraiment très bien. J'aime beaucoup Neve Tzedek. Parce que Neve Tzedek, ce n'est pas seulement un quartier de fête, c'est un quartier qui est d'abord à l'origine historique de la ville, où il y a beaucoup d'activités intellectuelles, artistiques. Il y a de nombreux ateliers d'artistes. Il y a la grosse salle de danse. Il y a l'académie de danse qui est là. C'est un quartier que j'aime beaucoup. Et j'ajoute, mon cher Charles, que je vous le disais tout à l'heure, le slogan de Tel Aviv, c'est la ville sans arrêt. C'est-à-dire que c'est une ville qui vit 24 heures sur 24. Et c'est vrai qu'elle a une effervescence avec la mer aussi, qui est là pour amener tous ces paramètres effectivement de fête. Rappelons quand même que Tel Aviv est patrimoine mondial de l'UNESCO pour l'architecture du Bauhaus et que dans les quartiers branchés que citait tout à l'heure notre ami, eh bien effectivement le quartier Rothschild, Shenkin, Nachlat Benyamin, Neve Tzedek, l'architecture est une architecture magnifique, très ancienne, fonctionnelle, l'architecture allemande, et qui est rénovée aujourd'hui et qui donne des pépites. C'est absolument magnifique. Et il faut rappeler que Tel Aviv, c'est plus de 10 km de côte méditerranéenne également. Absolument, et c'est 400 000 habitants. Alors, je vous propose d'écouter Talia Adishman qui va nous parler du système de soins en Israël. La médecine israélienne est reconnue vraiment au niveau international. Elle est très innovante et son personnel soignant ainsi que les médecins sont vraiment de très bon niveau. Donc, il n'y a aucun souci à avoir pour les personnes qui viennent en Israël. Elles sont soignées effectivement au même titre que dans tous les pays vraiment développés. Et d'ailleurs, c'est un pays où ils sont très reconnus au niveau de la recherche médicale.
Alors, les Israéliens ont le choix entre 4 caisses de santé, contrairement à la France où il n'y en a qu'une seule. Donc, ils peuvent choisir une des 4 caisses et ensuite en changer selon leur souhait. Les 4 caisses fournissent exactement les mêmes services. Les soins qui sont fournis par les caisses sont tout à fait honorables. Il y a un panier qui est vraiment large. Alors, c'est pas ce qu'on connaît en France. Il y a certaines choses qui ne sont pas prises en charge, mais globalement, la plupart des choses sont prises en charge. Et il y a également donc, les complémentaires. Les complémentaires sont des assurances en plus que les Israéliens peuvent souscrire. Alors, ces fameuses complémentaires peuvent également être souscrites par les étrangers ou les expatriés, les personnes qui souhaitent venir en tant que touristes en Israël. Et donc ils sont couverts au même titre que les Israéliens. Les Israéliens sont couverts donc vraiment avec les meilleurs médecins qu'on trouve en Israël. Armel Haïm sur le système de soins. Alors le système de soins israélien est tout à fait à la pointe et de qualité. Les médecins sont de vraiment très bon niveau, les centres hospitaliers également. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est israélien, on a le choix en fait entre 4 caisses maladie qui en fait correspondent au système de la sécurité sociale. Simplement, on doit choisir l'une de ces caisses maladie et qui donne accès, c'est vrai, à une prise en charge des soins tout à fait correcte, que ce soit pour les médicaments. Mais c'est vrai que si on compare avec la France, c'est quand même moins le cadre. D'où l'importance aussi en Israël de prendre des caisses d'assurance maladie complémentaires, privées, pour pouvoir accéder effectivement aussi aux hôpitaux privés. Les Français bénéficient aussi de différentes possibilités données à l'exportation. Pour les Français de l'étranger. Mais le système de soins est généralement bon en Israël. Non, il est très bon. La médecine est très bonne. Je ne suis pas chargé de faire leur pub, mais il y a maintenant un cabinet médical français à Neve-Tzedek. Tout à fait. Parfait. Alors, c'est la fin de cette émission. Avant de nous quitter, on va demander à notre artiste Sivan Kreshner de nous chanter une petite chanson. Ok. En hébreu. A cappella. A cappella, exactement. On chante tous ensemble alors. C'est l'original de la chanson qui est traduite en français. Parfait. שמרי נפשך, כוחך שמרי, שמרי נפשך. שמרי חייך, בינתך, שמרי חייך. מגג נדלק, de toi en flamme de... Non, attends. מקיר נופל, מגג נדלק, מצל חשך. מאבן קלע, מסכין, מציפורניים. שמרי נפשך מן השורף, מן החותך, מן הסמוך כמו עפר וכמו שמיים, מן השורף, מן המחכה והנושך, והממית כמי באר ושקיריים, כוחך שמרי ובינתך שיער ראשך, כוחך שמרי, שמרי נפשך, Shimri Chayai. Magnifique. Merci beaucoup. J'ai pas l'habitude de la chanter. Alors voilà, vous pouvez retrouver en français Je représente votre album où on peut retrouver ces chansons en français. Merci beaucoup de l'avoir fait en hébreu. C'est la fin de l'émission. Avec beaucoup d'âme, de sensibilité et une voix merveilleuse. C'est protège ton âme. Et les textes de Nathan Alterman. Merci beaucoup. Je remercie également Yossi Dam qui était avec nous sur Skype tout au long de l'émission. Merci. À 14h, une émission en direct qui intègre dans le spécial Canada 2018, qui s'intègre, dans le spécial Canada 2018. Et puis à 15h, on reprend l'itinéraire des 24 heures chrono et on va partir au Chili, à Santiago. Merci. I am 4. I can read. And I can write. C'est 4 ans, je sais lire et je sais écrire.